Incapable de contrôler ses pulsions, il couchait dans son prime avec 7 femmes différentes par jour et se mettait chaque week-end des démiurges tellement violentes qu'il finissait systématiquement inconscient au sol, terrassé par l'alcool. Ce sont chaque week-end ses propres entraîneurs qui devaient alors venir le ramasser pour le balancer à l'arrière d'un pick-up et le ramener chez lui. Et pourtant, en même temps que ce mode de vie de détraqué, il était l'un des boxeurs poids lourds les plus dévastateurs de la planète. Machine à KO bodybuildé d'1m88 pour 106 kg, ultra charismatique et aussi à l'aise dans le ring qu'un micro à la main, il était alors vu comme le nouveau Tyson avant que tout ne dérape. Prodige de la boxe mais addict aux drogues, aux sexe et aux stéroïdes, éduqué par un père violent et une mère ayant déjà tué à coups de couteau, voici la vie à 100 000 volts de Tommy the Duke Morrison. On ne devient pas tous des hommes au même âge, car ça dépend de nos expériences de vie. Certains d'entre nous deviennent des hommes à la vingtaine, d'autres à la trentaine, certains d'entre nous n'en deviendront jamais. Et en ce qui concerne Tommy Morrison, disons simplement qu'à 17 printemps, il avait déjà un vécu que la plupart d'entre nous ne connaîtront jamais. Élevé par des parents complètement dysfonctionnels, il prend sa première dose de froide réalité quand à 4 ans, sa mère disparaît pendant plusieurs mois, enfermée en prison pour avoir poignardé à mort une des femmes que son mari voyait en dehors du domicile. Elle avait suivi son époux jusque dans un bar, l'avait pris en flagrant délit avec cette amante et après que la situation ait rapidement dégénéré, elle avait saisi un couteau et poignardé de rage sa concurrente à plusieurs reprises. Et cette dernière mourra des suites des blessures peu de temps après, ce qui avait causé l'arrestation et la mise derrière les barreaux de la mère Morrison. Et pourtant, étonnamment, elle sera relâchée malgré le fait d'avoir ôté une vie et retrouvera ses enfants après délibération de la justice. Tommy a un frère et une sœur, et leur père, en plus d'être infidèle, est alcoolique et violent. Il frappe sa femme et frappe ses fils, parfois même avec des chaises, des cendriers ou n'importe quoi sur lequel il pouvait mettre la main quand il était en colère. Les parents finiront par divorcer, mais ça ne changera pas grand chose pour les enfants qui ne les voyaient quasiment jamais de toute façon, à cause de leurs horaires de travail et de leurs activités en dehors de la maison. Rapidement, avant même d'avoir 10 ans, Tommy est orienté vers la boxe et découvre ce qui devient instantanément pour lui une passion, au point où il se fait tatouer une paire de gants de boxe sur l'épaule par sa mère elle-même. Il n'a que 10 ans, on rappelle. Et à 13 ans, ayant grandi comme un ours, il a déjà une carcasse d'adulte et son père l'inscrit à des compétitions de boxe locales contre des adultes pour qu'il puisse se tester. Les tournois auxquels il prend alors part, appelés les Tough Man Contest, ce qui se traduit par compétition entre dur à cuire, sont des tournois de boxe entre adultes voulant se battre pour prouver qui est le plus solide. Et les profils trouvés dans ces compétitions sont des videurs de boîtes de nuit, des membres de gangs de motards, en passant par des bons vieux maçons et autres camionneurs. Et Tommy est donc, à partir de ses 13 piges, inscrit par son propre père dans ce genre d'abattoir dont l'âge minimum est normalement fixé à 21 ans. Et pour contourner la limite, Tim Morrison, senior, donc le père, fera combattre Tommy sous un faux nom avec de faux papiers d'identité. Tout va bien. Et le premier gars que notre jeune boxeur affrontera sera un énorme Golgoth barbu qu'il mettra malgré tout KO froidement. Et Tommy se souvient alors avoir pensé: le mec que je venais de combattre avait même des poils dans le dos, et je me souviens m'être dit « Mais qu'est-ce que je fous ici ? J'avais 13 ans et j'avais même pas de poils sur les couilles !» Bon, après, même s'il en avait eu, de toute façon, ça n'aurait pas forcément été beaucoup plus utile, parce qu'on était encore qu'en 1982, et que l'homme n'avait pas encore créé la révolution Manscaped. Manscaped et son Performance Package 5.0, c'est un concentré de technologie de pointe couplé à des produits de qualité supérieure, et tout ça juste pour le confort de votre entrejambe quand vous avez besoin d'entretenir le jardin. Et tenez, juste parce que c'est ultra satisfaisant, je vous fais le unboxing en même temps. Tout d'abord, il y a la star, le main event de ce pack salement chargé, la Lawnmower 5.0 Ultra. Waterproof, donc utilisable sous la douche, agrémenté d'une lampe LED pour assurer une visibilité parfaite quelles que soient les conditions, et quelle que soit votre couleur de peau, puisque la lampe possède plusieurs tons pour s'y adapter. Bon, vous l'avez compris, la GOAT des tondeuses nouvelle génération garde sa place de numéro 1 au pound for pound. Et pour compléter, vous obtiendrez le Weed Whacker 2.0 pour tailler les poils de nez en toute sécurité, le Crop Soother et Crop Preserver, un aftershave pour éviter les démangeaisons et son binôme pour sentir l'aloe vera en toute occasion, un boxeur ultra confortable, je peux en témoigner, et une trousse de toilette pour amener cette Dream Team où que vous voyagiez. Commandez maintenant et obtenez 20% de réduction et la livraison gratuite à l'international pendant ces fêtes de fin d'année avec le code SUEUR. Merci à Manscaped de sponsoriser cette vidéo, et maintenant retour à notre machine de guerre qui n'a donc toujours que 13 piges, mais que ça n'empêche pas ses parents d'inscrire illégalement à des tournois de boxe où il démolit sans trop forcer des gros motards barbus et quarantenaires.
Et c'est aussi à cet âge-là qu'il a sa première relation sexuelle. Selon Tommy, c'était avec une de ses babysitters, mais selon un article d'ESPN, et donc probablement d'autres sources fiables, c'est son père qui l'aurait amené dans un strip club à 14 ans où il aurait payé une des femmes présentes pour qu'il perde sa virginité avec elle. Et la véritable tragédie dans tout ça, c'est que malgré toutes les expériences qu'on est en train de décrire, et toutes initiées par ses parents, en réalité il passe l'écrasante partie de sa jeunesse seul et livré à lui-même. Sa mère se tue au travail en enchaînant les boulots, son père travaille aussi et puis de toute façon il vit sa vie tout seul de son côté, et au final ses parents sont donc absents la plupart du temps. Les rares moments où ils sont là, ils ne l'éduquent pas, ne le guident pas et ne l'aident pas à se développer normalement pour ce qui sera le reste de sa vie. Ils se contentent, comme l'expliqueront plus tard des proches de la famille, de lui dire de se débrouiller et de se fier à son propre jugement. Et pour ses proches d'ailleurs, qui ont assisté à tout ça aux premières loges, tout ce que ce garçon voulait c'était qu'on l'aide et qu'un parent le guide, s'occupe de lui et le prenne en main. Malheureusement, il n'aura jamais cette chance et c'est ce qui développera en lui les gouffres affectifs dont il souffrira pour le restant de sa vie. Inévitablement aussi, en l'absence de structure, le jeune garçon ne développe aucune discipline et dans les années normalement les plus formatrices pour un humain, l'enfance et l'adolescence, il ne développe donc jamais vraiment les mécanismes essentiels qui lui auraient permis de contrôler ses envies et ses pulsions. Il fait ce qu'il veut quand il le veut sans personne pour le guider, le conseiller ni surtout le recadrer. À 15 ans, suivant les envies de sa personnalité fougueuse, il quitte le lycée pendant 1 an pour aller travailler sur les chantiers avec son père un peu partout dans l'Oklahoma. Ayant continué la boxe toutes ces années, il continue alors dans le même temps de participer à des tournois de dur à cuire, les Toughman Contest. Et il continue de démonter des adultes ne se doutant de rien pour se faire un petit peu d'argent de poche. À cette période-là, il fricote également quelques temps avec le crime organisé de sa région, se faisant embaucher comme homme de main prêt à casser des bras et des mâchoires si l'ordre lui en était demandé. Et c'est aussi dès le lycée qu'il commence à prendre des stéroïdes qu'il prend sous forme de pilules et qui feront grossir encore plus sa carcasse déjà titanesque. Puis à la fin du lycée, après avoir notamment mis le feu au terrain de football américain parce qu'il était contrarié de ne pas avoir été sélectionné parmi l'équipe élite, il est rapidement repéré par un entraîneur de boxe aguerri, John Brown. Infiniment meilleur en boxe qu'en foot US, le jeune prodige reçoit de Brown la proposition de passer pro dans la discipline, ce qu'il fera 6 mois seulement après avoir terminé l'équivalent du lycée. Et pour se donner les meilleures chances de succès dans un environnement lui offrant les meilleures conditions d'entraînement, Tommy déménage de son petit village de Jay dans l'Oklahoma, environ 3000 habitants, à Kansas City dans le Missouri, environ 500 000 habitants. Alors certes, après être passé pro, il fait des ravages en termes de boxe. Alors pour vous donner une idée de la moisson, dans sa première année, donc en 12 mois, il fait 20 combats, 20 victoires pour 17 KO. Combattant et amoureux du noble art depuis ses 10 ans, désormais encadré par un entraîneur expérimenté, il atomise sans difficulté tous les boxeurs qu'on lui aligne. Et bientôt le mot commence à se répandre qu'un nouveau monstre venu de la cambrousse de l'Oklahoma allait prendre d'assaut la division poids lourd. Mais là où il fait aussi des ravages, c'est avec la jante féminine et l'alcool. Et les témoignages des gens qui ont accompagné Tommy le Giga Chad en soirée ou ailleurs sont presque surréalistes. Il pouvait rentrer dans n'importe quelle pièce, choisir une fille et repartir avec, dira son entraîneur. Ça n'était pas lui qui courait après les filles, c'est elle qui courait après lui, renchérit l'un de ses amis. Et pour son ancien manager, quand on lui demande s'il était possible de mettre un nombre sur les femmes avec lesquelles il a eu des rapports, il reste conservateur et répond « au minimum 1 par jour ». Mais Tommy lui-même n'avait aucune idée du nombre. Et un autre ami expliquera « il ne disait jamais non à aucune femme ». Je crois que ça n'est jamais arrivé, il n'a jamais dit non. Et pour son propre frère, tout ça remonte à l'éducation que les deux garçons avaient reçue, éducation où leur père les menaçait de les brutaliser physiquement si jamais il les surprenait à refuser les avances d'une fille. Et quand on demande au principal intéressé, voici ce qu'il en dit. Le sexe a commencé à faire partie de ma préparation physique. Et je suis sérieux, hein. C'était avec 3 ou 4 femmes par jour et pendant 6 ou 7 ans d'affilée. Et si vous vous dites qu'il est vantard et mythomane, même ses plus proches amis ont raconté qu'il avait parfois 5 ou 6 petites copines en même temps. Et d'ailleurs à cette période, il se fiancera à 2 d'entre elles et toujours en même temps. En même temps aussi d'ailleurs qu'il continuait de coucher avec la moitié de Kansas City bien sûr. Mais si Tommy s'amuse comme un sultan, pour son entraîneur et sa team, ce mode de vie devient rapidement un cauchemar autant qu'un casse-tête parce que le jeune homme était censé s'entraîner comme un athlète professionnel. Et son entraîneur confiera dans un soupir de lassitude: tout ce que je lui demandais, c'était de s'entraîner, de ne pas coucher avec 7 filles par jour et de ne pas zoner au bar tous les soirs. Mais il n'avait pas suffisamment de contrôle de ses pulsions, il n'avait pas développé les mécanismes nécessaires. Que ce soit les fêtes, l'alcool, ça n'était jamais assez.
Et il ajoute, pour illustrer leur quotidien en tant qu'équipe responsable de lui, c'était des amis qui tenaient les bars de Westport à ce moment-là. Et ils nous appelaient à minuit ou 1h du matin en nous disant « Hey, vaudrait mieux que vous veniez récupérer votre gars avant que des journalistes curieux ne se ramènent. Il est raide mort allongé sur le sol là. » Et alors on venait, on le portait, puis on le hissait sur la benne d'un camion pick-up et on le ramenait chez lui. On n'arrêtait pas de lui répéter « Écoute, deviens champion du monde, gagne 200 millions de dollars et ensuite tu auras la vie que tu veux avec les femmes que tu veux et tout l'alcool que tu veux, tout ce que tu veux. Mais si tu veux le faire, c'est maintenant parce que le temps passe trop vite. » Et Tommy écoutait et il nous disait « Ouais, vous avez raison, je vais changer, je vais m'améliorer et corriger tout ça. » Et puis 2 jours plus tard, on recevait le même appel à minuit des bars de Westport. Il est raide mort sur le sol, les gars. Et pour ce qui est du mystère de comment est-ce possible d'avoir des relations sexuelles avec autant de femmes sans avoir 50 gosses par an, eh ben une de ses futures femmes expliquera que Tommy avait eu recours à une vasectomie à 19 ans. En effet, à cet âge-là, il avait déjà eu 2 fils à cause de ses pulsions incontrôlées et il ne comptait pas avoir d'autres enfants de toute façon. Ah, de ce côté-là, c'est sûr que c'est plus facile, plus besoin de préservatifs pour éviter de faire popper l'équivalent de 5 équipes de foot par an. Et pourtant, malgré ce régime de dépravé, il continue son ascension vers les sommets de la boxe. Et sa popularité, jusque-là plutôt locale, explose lorsqu'il est engagé pour jouer dans le film Rocky V aux côtés de Sylvester Stallone, dans lequel il joue grosso modo son propre rôle, celui d'un jeune prometteur, affamé et déterminé à réussir. Et alors, il n'arrivait déjà pas à contrôler ses envies en étant qu'une star locale à Kansas City, mais alors maintenant qu'il était devenu une vedette mondiale, pour ses proches et ses entraîneurs, essayer de lui faire entendre raison allait devenir aussi impossible que de raisonner un étalon en rut. Et d'ailleurs, côté boxe, comment ça évolue cette carrière? Eh ben, étonnamment plutôt bien quand on considère le bordel que constitue sa vie privée. Il avait commencé sa carrière pro en novembre 88 et en juin 91, à 22 ans, il affichait un impressionnant palmarès de 28-0 avec 24 de ses victoires par KO et 21 d'entre elles dans les 2 premiers rounds. Sa force de frappe était épouvantable et son crochet gauche semblait anéantir n'importe quel crâne avec lequel il rentrait en contact. Pour les managers et les promoteurs, il était alors temps de tester réellement leur jeune loup contre un autre monstre prometteur et promis lui aussi à un grand avenir. Un combat est ainsi organisé contre Ray, sans pitié, Mercer. Organisé en octobre 91, le combat serait un bon moyen d'établir le nouveau poids lourd qui allait obtenir son ticket vers les sommets. Et fort d'une confiance en lui inébranlable, après tout personne jusque-là n'avait résisté à sa boxe tout en démolition, Tommy se rue sur Mercer et lui envoie un déluge de frappes nucléaires. Sur les 4 premiers rounds, il le soumet à une avalanche de roquettes dont Mercer avouerait lui-même plus tard « Je n'avais jamais été frappé aussi fort de toute ma vie ». Mais malgré la douleur et malgré le choc, Mercer tient bon, et au 5e round, sentant que Tommy avait vidé son chargeur et commencé à physiquement accuser la fatigue, il passera à son tour à l'offensive comme un vétéran aguerri. Et en l'espace de quelques enchaînements, il renverse complètement la vapeur et à 30 secondes de la fin du round, il envoie à Tommy un combo d'une telle violence qu'il racontera « Je me suis lâché sur lui. Je l'ai réveillé puis rendormi plusieurs fois dans le même enchaînement juste avec mes coups. » L'arbitre, incompréhensiblement lent à intervenir, est en terrasse pour observer les boucheries la main dans le slip, pendant que Morrison encaisse inconscient une brochette de commotion cérébrale. C'est la première défaite de sa carrière, la première défaite pour celui que les journalistes avaient alors surnommé le grand espoir blanc, tellement la boxe poids lourd était dominée par des athlètes noirs. Le coup d'arrêt est monstrueux et c'est un choc pour Tommy lui-même qui prend alors une pause de 3 mois simplement pour réfléchir et se trouver lui-même. Il allait falloir que quelque chose change s'il voulait devenir le champion du monde qu'il rêvait de devenir, et à commencer par ses habitudes du quotidien. Décidé à se donner les vrais moyens de ses ambitions, il commence à s'entraîner comme un réel champion du monde. Il quitte Kansas City, où il avait trop de distractions et un environnement pas assez professionnel, et il commence à charbonner salement. En 1 an, il réenchaîne avec 8 combats et claque 8 victoires par KO. Cette gifle contre Mercer avait donc réellement allumé un feu sous le jeune Duke. Son surnom après qu'il se soit auto-attribué un lien de parenté avec John Wayne, l'acteur vedette et qui se surnommait lui-même The Duke. Et non seulement il gagne de manière spectaculaire, mais on assiste véritablement à la révélation du mental ultra hardcore de Tommy, qui notamment contre Joe Hip le met KO au 9e round malgré ses 2 mains cassées et la mâchoire fracturée. Un tank
Et ce retour en forme, associé à sa personnalité ultra charismatique et le fait qu'il soit aussi doué verbalement que sur le ring, les promoteurs étaient revenus en fanfare avec tout un tas d'offres et de propositions. Une de ces propositions, c'était d'affronter la légende absolue Big George Foreman pour le titre WBO. C'était sa deuxième chance de devenir champion du monde et cette fois-ci, il n'allait pas la laisser filer. Alors, possédé et motivé comme jamais, il fait le camp d'entraînement de sa vie. Même pour ses entraîneurs, c'est un choc de voir leur incontrôlable poulain se discipliner autant pour une échéance. Et le travail portera ses fruits, puisque le grand jour, certes, il n'ira pas au charbon comme un demeuré pour échanger bêtement des bûches au milieu du ring, mais il se livrera pour la première fois à un combat plus tactique, à distance, plus mesuré, un combat de vétérans. Et à la fin, malgré l'absence de KO, il remportera la victoire par décision unanime. Et il venait d'atteindre le Graal. Le gamin perdu de l'Oklahoma était champion du monde. Et à ce moment-là de sa vie, Tommy était à un carrefour qui allait déterminer le reste de son existence. Soit il continuait sur sa lancée, restait discipliné et enchaînait les victoires jusqu'à rentrer dans la légende parce qu'il en avait les capacités, soit il retombait dans les bras de ses anciens démons et il ne remonterait plus jamais la pente. Conscient de l'importance capitale du moment, ses entraîneurs et son équipe le couvrent de conseils et d'encouragements à garder le cap, à rester fort et à graver son nom dans les livres d'histoire. Tommy les écoute patiemment, les regarde et comprend les enjeux. Une chose qu'il n'était pas malgré sa fougue, c'était idiot. Alors il promet à son équipe qu'il allait continuer d'écrire ce glorieux chapitre ensemble. 3 jours après cette discussion, il était de nouveau injoignable, trop occupé à se mettre une mine de marin-pêcheur avec 3 donzelles dévêtues accrochées à son torse. Et là je bande. Et il avait beau être conscient de ses démons et de leur nocivité, c'est eux qui avaient définitivement gagné. Fatigué et lassé de cette bataille constante, son équipe tentera de maintenir le navire à flot derrière les rideaux. Son manager lui trouve même un combat contre Lennox Lewis pour une bourse de 8 millions de dollars et il fallait juste qu'il soit prêt 6 mois plus tard pour que leur combat soit l'affiche principale de la nouvelle arène en cours de construction à Las Vegas, le MGM Grand. Malheureusement, son équipe sait que quand il n'est pas en camp d'entraînement, les démons de Tommy sont au maximum de leur force. Il boit encore plus, fait encore plus la fête et s'offre à encore plus de femmes. La seule solution, le maintenir en camp d'entraînement constant en le faisant combattre des adversaires faciles juste pour qu'il se maintienne suffisamment en forme jusqu'au combat contre Lewis. C'était la seule solution, mais elle ne suffira même pas. Il prend les combats par-dessus la jambe, fait n'importe quoi, et lors de son deuxième affrontement qui aurait dû être une promenade de santé contre un nobody, il se fait mettre KO au premier round. C'est un électrochoc dans le monde de la boxe, et Tommy venait de tout perdre. Cette fois-ci, c'était la goutte d'eau de trop pour son équipe et tout le monde le lâche. Personne n'en pouvait plus de ce cauchemar ingérable. Et alors Morrison explique qu'il va reprendre de zéro, se réinventer, se reprendre en main, il déménage même dans l'Oklahoma pour changer d'environnement, mais en réalité, vous commencez à connaître la chanson, loin des caméras, rien ne changeait. Malgré tout, il était tellement talentueux et physiquement hors norme qu'il continuera à avoir du succès dans le ring même après ça. Il reprendra une nouvelle série de victoires, suffisamment même pour finalement affronter Lennox Lewis, mais contre le génie anglais, il sera trop court et s'inclinera par KO en 95. Et pourtant, ce troisième revers n'était rien en comparaison du tsunami qui allait bouleverser sa vie. En 1996, alors que son manager et ami de toujours, fatigué de Tommy, l'envoie dans les bras de Don King, ce dernier planifie alors quelques combats de reprise pour relancer la hype du Duke, afin de culminer ensuite sur un clash contre son autre poulain superstar, Iron Mike Tyson. Le premier combat d'échauffement est donc organisé, mais à quelques jours de l'événement, à la surprise générale, tout est annulé. Tommy Morrison, lors de tests médicaux de routine, avait testé positif au virus du sida. Et il faut bien comprendre qu'à cette époque, on ne savait pas encore grand chose de la maladie. Et lorsque quelqu'un était déclaré séropositif, c'était généralement l'équivalent d'une sentence de mort. Et d'où le choc cataclysmique pour ces légions de fans et de supporters. Finalement, après toutes ces années, son mode de vie de dégénéré l'avait rattrapé et la punition était à la hauteur des excès. Dans le monde des sports, c'est un véritable séisme. Magic Johnson avait été la première superstar américaine à parler ouvertement de sa séropositivité et de son combat, et maintenant c'était au tour du charismatique Golden Boy aux boucles d'or. Mais pour Tommy, le pire n'était pas la maladie, c'était ce qu'elle signifiait pour lui. Il n'allait plus jamais pouvoir boxer. Et d'ailleurs, sa licence de boxe lui est rapidement retirée, lui interdisant de remonter sur un ring n'importe où dans le monde. Il n'avait que 27 ans
et tout était terminé pour lui et ses rêves. Après l'annonce médiatique, un standard téléphonique spécial fut mis en place pour les demoiselles qui auraient pu être en contact sexuel avec Tommy ces dernières années, et un raz-de-marée de femmes appelleront le numéro pour se faire tester. Le playboy ultra populaire était d'un seul coup totalement mis à l'écart. Plus personne ne voulait être en sa présence, plus personne ne voulait le toucher, et les gens le fuyaient désormais comme un lépreux. Car on le rappelle, à cette époque, peu d'informations circulaient dans le grand public quant à la transmission de la maladie, et c'est pour ça que le plus sûr pour les gens, c'était de fuir les malades comme la peste. Et pour ce qui est de la manière dont il avait pu contracter le virus, bon, son mode de vie suffisait clairement à expliquer le truc sans nécessairement avoir besoin d'un mémoire de 30 pages, mais son propre frère avait tout de même apporté une explication encore plus précise. Il avait couché avec la moitié des filles du pays et il avait trouvé un médicament qu'il s'injectait directement dans le pénis 10 minutes avant d'avoir des relations sexuelles. Ça lui permettait de limer pendant 4 heures, mais si tu te causes une plaie ouverte sur le pénis juste avant d'avoir des rapports non protégés avec plusieurs femmes, pour moi c'est comme ça qu'il l'a attrapé. Et effectivement, pour un virus qui se transmet par les fluides, que ce soit le sang ou les fluides sexuels, ça n'a pas dû améliorer ses chances d'éviter le couperet. Et à partir de ce jour, sa vie, même si elle connaîtra des périodes de haut et des périodes de bas, ne sera qu'une lente descente aux enfers. Interdit de combattre mais refusant la réalité, il continue de s'entraîner en expliquant qu'il allait redevenir champion du monde. Pour compenser sa perte de muscles liée à la maladie, il se fait greffer de faux biceps et de faux pectoraux en silicone afin de garder sa silhouette impressionnante, et dans un déni total de sa situation, il commence peu à peu à refuser de prendre les médicaments qui lui avaient été prescrits, expliquant que le virus du sida était un complot et que ça n'était pas réel et qu'il n'avait rien du tout. Il ira voir des dizaines de docteurs dans l'espoir qu'ils croient à sa version des faits et lui donnent un papier prouvant qu'il était guéri. Sa greffe de faux biceps s'infecte car elle avait été pratiquée par un ORL tellement aucun chirurgien crédible ne voulait s'y coller, et il vivra un temps avec une croûte nécrosée sur le bras en conséquence. Au moment où il recommençait à prendre ses médicaments contre le sida, il se remettra à prendre des grosses doses de cocaïne, de méthamphétamine et de cannabis. En 2000, il se fait arrêter dans l'Arkansas pour possession illégale d'armes et de drogue et passe du temps en prison. Et en 2000 toujours, convaincu de la fin du monde inévitable lors du passage au nouveau millénaire, il se fait construire un abri souterrain où il passera la nuit de fin du monde. En fait, il essaye toujours plus de s'échapper de cette réalité qu'il ne peut pas accepter, la réalité de sa situation. On peut pas accepter. Et côté femme, malgré sa séropositivité, il continue d'avoir des relations sexuelles avec certaines de ses anciennes conquêtes consentantes en réussissant à les convaincre que c'était sans danger. Et d'ailleurs, il se mariera même avec l'une de ses plus anciennes copines avec laquelle il était toujours fiancé. Et ça aurait pu être une belle histoire au milieu de cette folie, mais pas de bol, fidèle à lui-même, il se marie en même temps à une autre de ses anciennes copines dans un autre état. Oui, il fut donc marié à 2 femmes en même temps, ce qui était complètement illégal, et sans qu'elle ne le sache, mais de toute façon, il n'était plus à une dinguerie près. Il continuait de brûler la chandelle par les 2 bouts, et ça ne pouvait pas durer indéfiniment. Ses femmes et ses proches le quittent peu à peu, n'en pouvant plus de cette vie impossible avec lui, et en septembre 2011, à 42 ans, il est arrêté pour possession de substances réglementées sans prescription. Son portrait d'arrestation fera le tour des journaux, et les gens découvrent alors horrifiés la forme actuelle de l'ancien champion, qui ressemble à un homme usé de 65 ans. Et en 2013, finalement, Tommy décède après 1 an passé dans un état de légume, maintenu artificiellement en vie par une nouvelle femme dans sa vie, mais celle-ci aux motivations douteuses. Il meurt d'un arrêt cardiaque résultant de la défaillance de multiples organes, rendus fragiles à cause de la maladie. Et c'est ainsi, tristement, misérablement, que se terminera l'histoire de ce jeune homme qui, sur le papier, avait absolument tout pour lui. Il était charismatique, beau gosse, fort comme un taureau et boxeur d'exception, et il a fini ses jours dans l'anonymat, la douleur et le sang, les yeux dans le vague et le cerveau à l'arrêt. Et pour finir ce conte, qui est autant une biographie qu'une fable de La Fontaine tellement on peut en tirer des leçons, on va terminer sur une citation de Tommy lui-même, lorsqu'il a pris la parole devant le monde entier pour expliquer qu'il avait contracté le sida. Une citation triste parce qu'elle montre qu'en réalité, malgré ses folies et son mode de vie délirant, il était parfaitement conscient de ce qui se passait en réalité. J'espère que je pourrai servir d'avertissement. Avoir le mode de vie que j'ai eu ne mène qu'à une chose, être misérable. À tous mes jeunes fans, je vous demande de ne plus me voir comme un modèle, mais comme quelqu'un qui avait l'opportunité de devenir un modèle, mais qui a tout gâché. Qui a tout gâché avec des décisions irresponsables, irrationnelles et immatures, des décisions qui un jour me coûteront ma vie. Voilà, c'était les contes du père Rusty sur Tommy the Duke Morrison. Si ça vous a plu ou vous avez appris quelque chose, mettez un pouce bleu et abonnez-vous, ça nous aide énormément. Et pour le reste, prenez soin de vous, à la prochaine et ciao.